va tout de suite accueillir Jean-Marc Jancovici, ingénieur consultant en énergie-climat, fondateur de The Shift Project. Alors votre mission, présenter en 25 minutes les enjeux pour le secteur agricole autour de la réduction des émissions de carbone, de leurs conséquences économiques, sociales et politiques, et de donner quelques pistes, quelques solutions pour une agriculture décarbonée et plus résiliente. Jean-Marc Jancovici, c'est à vous. Alors l'objectif, c'est de terminer vers 14h25 à peu près pour pouvoir prendre des questions, parce que j'espère bien qu'il y aura de nombreuses questions dans la salle. Bon, moi je suis très déçu, je pensais qu'un jour de Saint-Valentin vous m'auriez invité pour parler de lingerie et de chandelles biosourcées. C'est pas du tout le cas, je ne sais pas si je vais rester. Alors, je vais essayer en 25 minutes, et ça ne va pas être simple. Vous savez, une citation célèbre de Churchill qui dit « Pour comprendre où on va, il faut regarder d'où on vient, et plus on est capable de regarder loin dans le passé, et plus on sera capable de se projeter loin dans le futur. » Alors moi, je ne vais pas du tout vous parler d'avenir, je vais surtout vous parler de passé. Pendant cette intervention, si le support de présentation veut bien se mettre en route. C'est bon ? Ah bah voilà. Alors, où est-ce que c'est ? Nous y sommes. Je vais commencer par vous parler de votre buffet de midi, pour les gens qui sont dans la salle, là, puisque vous avez mangé à midi, enfin j'espère, en tout cas, vu le prix que vous avez payé. Non, pardon. J'espère que vous avez mangé à midi. Eh bien, ce que vous avez mangé à midi, vous pensez que ça s'appelle des pommes de terre, j'ai cru reconnaître de la brandade, donc un peu de morue, un parmentier, je sais pas quoi, des cannelés, du blé, machin. Pas du tout. Certes, vous avez mangé ce genre de choses, mais vous avez essentiellement mangé du charbon, du pétrole et du gaz. Et vous avez mangé des machines. Voilà, c'est ça l'agriculture moderne, c'est que vous avez mangé du charbon, du pétrole, du gaz et des machines. Vous avez mangé par exemple des tracteurs, parce que pour faire le blé des cannelés, on a besoin de tracteurs et on a besoin de moissonneuses-batteuses. Vous avez mangé une plateforme pétrolière, ou plus exactement une plateforme gazière, puisque pour faire les engrais azotés des fameux trisuperphosphates, eh bien, nous avons besoin de gaz. Du reste, quand quand nous avons fait un peu la gueule à M. Poutine, on s'en est rendu compte. Et donc vous avez mangé un bout de plateforme gazière, vous avez également mangé un bout de plateforme pétrolière pour être capable de faire avancer le tracteur, puisque tous ne roulent pas à l'huile de friture usagée. Vous avez également mangé ce genre de grosses usines qui servent à raffiner le pétrole, à faire derrière toutes les spécialités qu'on va retrouver pour construire le tracteur, parce que vous avez de la chimie organique absolument partout dans l'industrie aujourd'hui. Et puis vous avez également mangé des usines d'engrais. Vous avez mangé une mine de potasse et une mine de phosphate, sans vous en rendre compte. Vous avez mangé du train, s'il a transporté les céréales, par exemple. Vous avez évidemment mangé toutes les machines de l'industrie agroalimentaire. Il y en a un certain nombre. Vous avez mangé du plastique d'emballage et vous avez mangé du verre d'emballage. Vous avez vu qu'on ne vous a pas demandé de manger à quatre pattes avec vos doigts. On vous a servi dans des contenants. Donc vous avez mangé ce genre de choses. Vous avez mangé du camion. Je vous rappelle qu'en France, vous avez entre un camion sur 3 et un camion sur 4 qui transporte un truc qui se mange, à l'heure où on se parle, là, maintenant. Et vous avez mangé des machines à chauffer, des machines à refroidir, enfin bon, bref, vous avez mangé des machines, moi aussi du reste, j'ai mangé la même chose que vous. Donc aujourd'hui, notre système alimentaire, on continue de temps en temps à avoir l'image d'Épinal, de la petite ferme dans la prairie, etc. En fait, nous mangeons des machines. Voilà, c'est ça qu'on mange. Ces machines, elles sont devenues surpuissantes par rapport à notre propre force musculaire. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont rien d'autre à faire en sortant de cette salle que d'aller balader dans Paris, je vous propose un petit exercice qui consiste à monter 13 fois de suite à pied en haut de la Tour Eiffel. J'insiste, à pied. Elle n'est pas très loin du reste, vous pouvez y aller à pied aussi. Eh bien, si vous faites ça, sur 10 heures de temps d'effort, vos jambes auront fourni une puissance mécanique moyenne de 100 watts sur les 10 heures. D'accord ? Ça fait 4000 mètres de dénivelé, monter 13 fois la Tour Eiffel. 4000 mètres de dénivelé, si vous hissez une carcasse qui fait 90 kg, vous avez besoin d'1 kWh d'énergie mécanique. 1 kWh d'énergie mécanique sur 10 heures, ça fait 100 watts de puissance moyenne. D'accord ? Donc vos jambes développeront une puissance mécanique moyenne de 100 watts si vous faites ce genre de choses. Prenez maintenant le premier tracteur venu, quelques dizaines de kilowatts. Ça veut dire qu'il développe la même puissance que quelques centaines de paires de jambes ou quelques dizaines de chevaux attelés. Maintenant, je ne sais pas, même un riche céréaliculteur, je ne sais pas s'il aurait les moyens, par exemple, d'atteler 500, ou plus exactement 700 chevaux devant sa moissonneuse-batteuse. Je ne sais pas s'il aurait les moyens de les entretenir. Une grosse moissonneuse-batteuse moderne, maintenant, aujourd'hui, elle est aussi puissante que quelques milliers de paires de jambes.
Si vous utilisez une usine d'engrais, on devient un peu plus sérieux. Pour remplacer les machines qu'il y a dans une usine d'engrais juste par des gens qui travailleraient avec leur puissance musculaire, il faudrait mobiliser la totalité des Parisiens pour ça, y compris les enfants dans les crèches et les vieillards sédiles. Un minéralier, un vraquier, un bateau qui transite sur les mers, et vous savez qu'aujourd'hui l'agriculture est pour partie mondialisée, on exporte une partie de nos céréales, du reste on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est un de nos sujets, d'avoir créé une agriculture qui est une agriculture de commodité pour l'export, eh bien, il pédale comme quelques centaines de milliers de fois les jambes du capitaine, le bateau qui permet la mondialisation. Et je vous rappelle que la mondialisation, en pratique, c'est des bateaux et des camions. D'accord ? Supprimez les bateaux et les camions, vous n'avez plus de mondialisation. La mondialisation repose en totalité là-dessus. À propos de camions, un camion, c'est quelques milliers de paires de jambes dans le moteur. Alors, un petit exercice rigolo, si on voulait remplacer les 600 000 camions français par des gens attelés devant les camions pour tirer les charges utiles, il me faudrait pour ça la moitié de la population adulte du monde. 2,4 milliards d'individus. Mais ça fait beaucoup, hein. Je ne sais pas où on les trouverait. Et enfin, si je prends un laminoir, qui est un engin qui est totalement indispensable à votre profession, puisque que vous soyez dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire, vous avez des engins en acier à votre disposition. On a 2 laminoirs en France, un à Fos-sur-Mer, un à Dunkerque, et chacun de ces laminoirs exerce sur l'acier la même force mécanique que si j'avais pris 10 millions de personnes avec un marteau dans les mains. D'accord ? Donc pour remplacer les 2 laminoirs qu'on a en France, il me faudrait la totalité de la population active du privé, vous et moi compris, à taper sur des tôles toute la journée avec des marteaux. Voilà, juste pour remplacer 2 laminoirs que nous avons à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. Et nous ne sommes pas, et loin s'en faut, la population dans le monde qui consomme le plus d'acier par personne et par an. Parce qu'on a fini de construire nos infrastructures. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de machines totalement surpuissantes, et l'agriculture, comme les autres activités, je dis bien comme les autres activités, est l'héritière directe de cette montée en puissance, de cette force mécanique et chimique absolument incroyable qui n'existait pas avant. Alors, en voilà la traduction sur quelque chose que vous connaissez par cœur dans cette salle normalement, qui sont des courbes de rendement. Donc là, je vous en ai pris une qui est le rendement du blé à l'hectare, et c'est sur une durée assez longue, puisque ça démarre en 1800, cette histoire. En haut, vous avez la France, et en bas, vous avez le Burundi. Alors, en haut, vous avez la France, et la France a eu, il y a longtemps, la même production de blé à l'hectare que le Burundi. C'était l'époque où les gens, ils avaient des houes, des instruments en bois, assez peu d'animaux de trait, etc. Et puis on s'est mis à avoir des animaux de trait, mais les animaux de trait, ce n'était pas suffisant sans avoir quelque chose à leur faire tirer. Et il a fallu les débuts de l'industrie, et donc du charbon, pour fabriquer les objets en acier que ces animaux allaient tirer et qui allaient permettre d'augmenter les rendements agricoles. Et vous voyez là le début de l'augmentation des rendements au cours du 19e siècle, qui n'est pas spectaculaire à cette époque-là, comparé à ce que ça a été plus tard, mais qui est quand même bien réel. Après, l'acier s'est invité à la place du cheval. Ça s'est appelé le tracteur, et la chimie s'est mise de la partie pour fabriquer à la fois les engrais et les phytosanitaires, et vous voyez l'explosion des rendements à l'hectare qui ont commencé à plafonner depuis pour des raisons diverses, notamment des raisons d'abord ça plafonne parce qu'à un moment ça plafonne, et puis maintenant ça commence à diminuer légèrement, probablement que le changement climatique n'y est pas pour rien. Et vous voyez en bas, le Burundi, il n'a toujours pas de combustible fossile, il est resté au même niveau. Donc en fait, c'est en cela que je vous disais, aujourd'hui nous mangeons du pétrole, du gaz et du charbon, et c'est ça qui a permis l'explosion de ce qu'on appelle la productivité du travail dans l'agriculture. Mais ce que je vais vous dire maintenant est valable dans tous les autres secteurs. Donc il y a 2 siècles, un agriculteur était capable de produire une certaine quantité de nourriture. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'il est capable de produire, c'est à peu près 200 fois plus, et vous vous dites quand même la productivité du travail a augmenté. Sauf que, sans vouloir faire insulte aux gens qui sont agriculteurs dans cette salle, c'est plus l'agriculteur qui bosse. C'est ça. L'agriculteur, il est maintenant là pour donner des ordres à des machines. Alors c'est un peu moins vrai dans certaines professions, évidemment, beaucoup plus vrai dans d'autres, mais si je prends le secteur pris dans son ensemble, c'est exactement ça qui s'est passé. Alors les machines, par ailleurs, elles peuvent travailler que si elles ont leur bibine particulière, qui s'appelle du pétrole ou du gaz, et donc l'agriculture est aujourd'hui, même si ce n'est pas un énorme poste de consommation énergétique dans le pays, c'est quand même extrêmement dépendant des combustibles fossiles, parce que c'est ça qui a permis de doper par un facteur 200 la productivité agricole. Elle en est dépendante directement dans l'exploitation, elle en est dépendante à l'amont pour fabriquer les fertilisants, elle en est dépendante à l'aval pour transformer le produit des cultures et l'envoyer dans les industries agroalimentaires, puisque l'essentiel de ce que mangent les gens aujourd'hui maintenant, c'est issu des industries agroalimentaires. Aux grandes dames de votre serviteur, les gens font de moins en moins la cuisine.
Et ça a également eu une conséquence sur le portefeuille. Les gens ne se rendent pas compte, donc là, au lieu de vous provoquer un peu, je vais vous câliner un peu, de l'extraordinaire baisse du prix réel des aliments sur le dernier siècle. Aujourd'hui, la nourriture ne vaut plus rien comparé à ce qu'elle était il y a un siècle. Alors ici, vous avez une série longue que j'ai piquée aux États-Unis. Alors je suis désolé s'il y a une personne de l'INSEE dans la salle, mais quand je vais sur le site de l'INSEE, je passe un quart d'heure à ne pas trouver la série que je veux, alors qu'aux États-Unis, j'arrive à trouver ça en 3 clics de souris. Mais l'évolution a été exactement la même en France pour les mêmes raisons. Donc là, vous avez la part du budget des ménages. Ça s'arrête en 2013 parce que j'ai arrêté de faire ce calcul en 2013 et je sais très bien comment ça a évolué depuis 2013. Ça a légèrement réaugmenté, mais j'y viendrai après. Je peux vous expliquer pourquoi aussi. La part du budget alimentaire, enfin la part de l'alimentation, pardon, dans le budget des ménages aux États-Unis. Et alors vous voyez que sur un siècle, en gros de 1929 à aujourd'hui, 2020 quelque chose, on est passé d'un quart des revenus à 10%. Donc vous allez me dire, le prix de la nourriture a été divisé en termes réels par 2,5. En fait, ça a été divisé par beaucoup plus que ça, parce qu'on ne compare pas du tout la même chose. À cette époque-là, c'est monsieur et madame Smith, alors je suis désolé pour les femmes dans cette salle, plus souvent madame que monsieur, qui va voir le paysan du coin et qui lui achète des poireaux, des patates et des œufs pour faire le frichti pour monsieur Smith, qui est au champ ou à l'usine. Et par ailleurs, à cette époque-là, la fraction d'urbain est plus basse, et les gens ont beaucoup, quand ils sont à la campagne, un potager dans le fond du jardin, et je ne suis pas complètement sûr que l'autoconsommation soit correctement incluse dans ce genre de statistiques. Aujourd'hui, monsieur et madame Smith vont chez Walmart, et en France, ils vont chez Carouf ou chez Auchan, et dans ce qu'ils payent dans le ticket de caisse, et vous êtes bien placé pour le savoir, la part de la nourriture est une part très minoritaire du ticket de caisse. Dans le ticket de caisse, vous allez payer du magasinier, du caissier ou de la caissière, des rayonnages, la campagne de pub, le rail de coke du publicitaire, les dividendes des actionnaires, la construction du magasin, le transport routier. Enfin, vous allez payer 1 milliard de trucs qui n'ont rien à voir avec de la nourriture. Rien. D'accord ? Et quand vous regardez, alors prenez le truc le plus con, une boîte d'œufs. Quand j'avais fait ce calcul, la boîte d'œufs en grande surface était à 1,50 € et l'œuf en sortie d'exploitation industrielle était à 6 ou 7 centimes. Donc 6 x 6, 36, comparé à 1,50 €, regardez la différence pour un produit qui n'a subi aucune transformation. On l'a mis dans une boîte et on l'a transporté. Bon. Donc vous voyez bien que, et donc rien que sur une boîte d'œufs, le prix de ce que vous payez en sortie de caisse, c'est un quart seulement, c'est la nourriture. Le reste, c'est autre chose. Alors bien évidemment, quand vous payez un paquet de pâtes, je ne vous raconte pas, ou quand vous payez une baguette, le prix du blé dans la baguette, c'est 5%, 7%. Hein, voilà, c'est un peu monté. Mais bon. Donc moi, ce que je dis, c'est que les produits bruts, c'est aujourd'hui de l'ordre du 5e de votre ticket de caisse. Et par ailleurs, quand vous allez vous manger une omelette au café Le Georges V ici, qui est évidemment particulièrement cher par rapport à son équivalent au Havre ou à Cahors, ou à Albi, vous allez payer une omelette de 3 ou 4 œufs 7 €, alors que les 4 œufs, je viens de le dire, en sortie d'exploitation, vous allez les payer moins de 50 centimes. Donc là, je ne vous explique pas. Quand vous allez au restaurant, vous ne payez que du service. Vous ne payez pas la nourriture, vous ne payez que du service. Donc le prix réel des aliments, si vous comparez ce qui est comparable, il a été divisé par un facteur 10. Et pour la viande, qui dans le même temps a augmenté d'un facteur 5, enfin d'un facteur 3, le facteur diviseur est probablement plus proche de 30. Donc aujourd'hui, la viande que nous mangeons, en sortie d'exploitation, elle vaut 30 fois moins cher, en termes réels, que ce qu'elle valait il y a un siècle. C'est pour ça qu'on en mange autant. Alors, ce que je viens de vous dire pour l'agriculture est extrapolable à l'ensemble des activités humaines. D'une manière générale, l'irruption du moteur à combustion interne, de la machine à vapeur et des combustibles fossiles nous a créé une armée d'esclaves mécaniques qui sont allés s'investir, pas que dans l'agriculture, ils sont également allés s'investir dans le secteur secondaire, dans l'industrie et même dans le secteur tertiaire. C'est-à-dire, le moindre ascenseur venu, il pédale comme 50 cyclistes. 50 cyclistes bien entraînés, un de ceux qui montent la Tour Eiffel 13 fois de suite dans la journée. Donc, en fait, ces machines surpuissantes, aujourd'hui, elles sont absolument partout. Elles sont chez vous également. Vous avez une armée d'esclaves mécaniques chez vous qui font la cuisine, qui nettoient le linge, qui nettoient la vaisselle. Si vous habitez dans un appartement en étage, qui monte votre carcasse et les courses également, ça s'appelle un ascenseur, etc. etc. Et également, pour tous ceux d'entre vous qui ont une voiture, ne le dites pas parce que c'est mal, mais pour tous ceux d'entre vous qui ont une voiture, c'est pareil. Vous avez un esclave mécanique monstrueux qu'aucun d'entre vous n'aurait eu les moyens de se payer en équivalent cheval dans l'ancien temps. Aucun. D'accord ? Même ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans la salle. Ces esclaves mécaniques, en fait, si je les compare à la puissance musculaire humaine, à supposer évidemment qu'ils soient alimentés avec leur buffet déjeunatoire à eux, qui s'appelle du pétrole, du gaz et du charbon, eh bien, ils ont multiplié la puissance musculaire de l'humanité par un facteur 200.
C'est ce qui explique qu'au premier ordre, je ne vous sors pas la courbe là, mais c'est ce qui explique qu'au premier ordre, le PIB mondial est égal à sa consommation d'énergie. Donc vous regardez combien est-ce que le monde utilise d'énergie, ça vous donne le parc de machines en service et ça vous donne le PIB mondial. C'est à peu près aussi bête que ça. Et ça explique également pourquoi est-ce que la France, comme tous les pays européens et comme tous les pays anciennement industrialisés, a vu ses campagnes se désertifier. Vous n'avez plus besoin de personne dans les campagnes, parce que vous avez des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Donc les campagnes se vident. Vous mettez les ouvriers ensemble dans les villes, puis vous mettez les gens dans les bureaux à côté pour gérer tout ça. Et en fait, on a créé en l'espace de 2 siècles cette espèce de métropolis mécanique qui sont des usines robotisées et des champs robotisés et une armée d'employés de bureau pour gérer la complexité de ce système assis au-dessus et totalement déconnecté, moi le premier, des réalités physiques du monde. Donc la technostructure qui aujourd'hui gère le monde, c'est une élite urbaine qui est en première approximation très largement déconnectée des réalités physiques du monde. Alors ça vaut pour l'agriculture, ça vaut encore plus pour la mondialisation. Quand vous utilisez une casserole, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'utiliser une mine de fer brésilienne, une mine de charbon australienne, et que tout ça a été assemblé dans une usine chinoise. Vous ne vous en rendez pas compte, quoi. C'est une casserole. WTF, comme diraient mes filles, une casserole, quoi. Donc en fait, c'est ça qu'on a créé, et c'est ça aussi qui rend le système particulièrement complexe à gérer, c'est que ça demande un effort de conceptualisation et d'introspection titanesque pour arriver à comprendre et à se représenter les flux physiques sous-jacents qui échappent à nos sens. Tous les technocrates et tous les consultants dont je fais partie et tous les penseurs urbains sont des gens qui ne peuvent pas appréhender la réalité physique du monde aujourd'hui à travers leurs sens. Ils ne le peuvent plus. D'accord ? Ils sont obligés de se le représenter à travers un travail de conceptualisation, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile. Alors, cette agriculture, elle a 2 défis devant elle. Elle en a un premier qui est climatique et un deuxième qui est énergétique, et le défi climatique est lui-même double. Alors le premier défi climatique, c'est que l'agriculture est un contributeur aux émissions planétaires de gaz à effet de serre. Alors tant qu'on était 100 millions de bipèdes, ce n'était pas un problème, avec 8 milliards d'individus, dont des occidentaux qui mangent pas loin de 100 kilos de viande par personne et par an, ça commence à devenir un petit sujet. Ici, vous avez la décomposition des émissions imputables à l'agriculture sur un camembert. Donc ça ne vous dit pas combien il y en a, ça vous dit juste d'où elles viennent. Alors ce que vous voyez, c'est que le premier contributeur aux émissions agricoles dans le monde, c'est la déforestation. La déforestation est essentiellement drivée par une augmentation de la production des cultures, au sens large, parce qu'on aura peut-être un petit débat sur est-ce que les cultures énergétiques, ce n'est pas à elles qu'il faut imputer la déforestation en premier. Parce que si on ne faisait pas, là je vais vous chatouiller un peu, si on ne faisait pas de colza en France, on pourrait à la fin, alors je ne vous parle pas de l'équation économique, hein. À la place, on pourrait faire des protéagineux et ne pas importer de soja et éviter la déforestation due au soja en Amérique latine. Là, je ne vous parle pas d'argent, je vous parle juste de l'équation agronomique. Bah, on en ferait un peu plus, les animaux grossiraient moins vite, donc c'est qu'une équation économique. C'est juste une équation économique. Ça marche, on peut cultiver des protéagineux en France, ça fonctionne. D'accord ? Et il fut un temps où on faisait bouffer de la luzerne, c'est bien la preuve que ça marche. Donc c'est une question de rendement, donc c'est une question économique, c'est ce que je dis, ce n'est pas une impossibilité physique. Si vous essayez de nourrir un homme en lui faisant juste boire du pétrole et manger de la terre, ça ne marche pas physiquement, d'accord ? Alors que faire des protéagineux en France, physiquement ou biologiquement plus exactement, ça fonctionne, ce n'est pas impossible. Donc la question de savoir à quel type de culture j'impute la déforestation, c'est juste une convention. Nous on décide de l'imputer aux vaches, on pourrait tout aussi bien l'imputer au colza, cultivé en France. Et donc aux voitures françaises. Tout aussi bien. C'est juste une affaire de convention. Après, vous voyez 2 termes qui viennent du méthane. C'est à la fois les rizières, alors qui concernent très peu les Européens, énormément les Asiatiques, et l'élevage bovin. Alors l'élevage bovin, c'est évidemment la rumination, enfin c'est les émanations de méthane des bovins, hein, c'est bien de ça dont il s'agit, et un peu de leur déjection. Vous avez le protoxyde d'azote, qui est un gaz qui est émis par les engrais azotés quand on les épand dans les champs, et ça vaut pour les amendements minéraux comme pour les amendements organiques. Les taux d'émanation ne sont pas les mêmes, mais ça vaut dans les 2 cas de figure. Et vous voyez que le diesel des tracteurs est un enjeu marginal dans l'ensemble. Donc c'est un enjeu important en termes de dépendance de l'agriculture à la force mécanique amenée par ces tracteurs. Hein, ça, c'est un enjeu important, mais c'est un enjeu marginal dans les émissions. Si maintenant je regarde les émissions planétaires, toutes causes confondues, ça c'est pour montrer quelle est la part de l'agriculture là-dedans. Alors souvent on va vous parler de ce qui vient de l'énergie, et de ce qui vient de l'énergie c'est effectivement un gros morceau. Alors vous avez par exemple 20% des émissions planétaires qui vient des seules centrales à charbon, d'où le grand débat dans la transition sur renouvelables, nucléaires, etc.
Vous avez 8% qui vient des centrales à gaz. Donc la production électrique dans le monde, c'est 28%, c'est quand même un gros morceau. Hein. C'est beaucoup moins que ça en France, évidemment, mais dans le monde, c'est 28%. 4% vient des cimenteries. Les cimenteries, ça sert essentiellement à construire des villes et des infrastructures. Donc le gros de ces émissions vient des pays qui sont en train de construire leurs infrastructures, hein, commencer par la Chine. 12% vient des autres secteurs industriels. Là, je ne vous parle pas de l'électricité consommée par ces secteurs. C'est vraiment les émissions directes. Donc vous avez encore 4% pour les hauts fourneaux dans l'acierie, 4% pour l'industrie chimique, qui nous fabrique toutes les spécialités de la chimie organique, hein, pas juste les plastiques. Et la chimie organique, aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je le répète, irrigue la totalité de l'économie. Et déjà, sans chimie organique, vous seriez tous tout nus, et moi aussi, parce que toutes les fibres synthétiques que vous avez sur vous, ça en vient. Voilà, peut-être certains dans la salle qui, du coup, vont être contre la chimie organique en 7 jours de Saint-Valentin. Et enfin, 4% des émissions, ça vient du reste de l'industrie. Vous avez 5% des émissions qui viennent des bâtiments. C'est les chaudières de bâtiments. Ça ne concerne évidemment que les pays tempérés. Quand vous êtes à Singapour ou à Conakry, vous ne chauffez pas beaucoup. Vous avez après 15% qui viennent des transports, 6 pour les voitures, 4 pour les camions, 2 et 2 pour les bateaux et les avions. Donc là, tout ça, c'est de l'énergie. Je ne vous ai pas encore parlé d'agriculture. Et là, vous avez les émissions agricoles, 18%. Donc vous voyez que c'est à peu près les émissions des centrales à charbon dans le monde avec, j'en ai discuté à midi, le PRG du méthane à 28. Voilà. Si j'avais mis le PRG du méthane à 80, eh bien, ce morceau du camembert serait devenu dominant. 11%, vous retrouvez la déforestation. Donc vous voyez que les émissions agricoles au sens large, c'est un tiers des émissions humaines. Donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On ne peut pas. Donc la bonne question, c'est comment ? Mais on ne peut juste pas faire l'impasse là-dessus. Et enfin, 7%, c'est des bricoles diverses, dont le traitement en fin de vie des déchets, dans lesquels vous avez aussi le gaspillage alimentaire, hein, puisque ça méthanise dans les décharges. Alors je le redis, l'énergie, c'est un gros paquet, mais ce n'est pas le seul. Et donc, l'agriculture, c'est un vrai sujet. Si je regarde ce que représentent les produits agricoles et agroalimentaires dans l'empreinte carbone d'un Français, donc l'empreinte carbone, c'est toutes les émissions qui sont nécessaires pour que vous puissiez vivre comme vous vivez, indépendamment de l'endroit où ces émissions ont eu lieu. C'est ça l'empreinte carbone, hein. Il n'y a pas de notion de territorialité. Eh bien, vous voyez qu'avec cette nomenclature que vous avez là, qui vient de carbone 4, eh bien, vous avez l'agriculture, enfin le fait de manger représente en gros un quart de l'empreinte carbone d'un Français. Alors là-dedans, on vous parle beaucoup de la viande. C'est un vrai sujet, vous voyez qu'il y a les produits animaux. Mais vous voyez que le deuxième poste, c'est les boissons. Et en ce moment d'inflation alimentaire, les gens, ils achètent moins de pommes, mais ils continuent d'acheter autant de coca. Bon, on peut se poser la question, même si ça va froisser les producteurs de betteraves dans la salle, s'il ne vaudrait pas mieux faire l'inverse. Voilà, et vous avez derrière logement, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir pour l'agriculture ? Un certain nombre de choses désagréables dues au changement climatique. La première des choses qui va se passer avec le changement climatique, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où les gens qui sortent dehors auront de plus en plus de mal à sortir dehors. Ça va se produire dans les zones équatoriales, c'est-à-dire là où il fait chaud et humide, et passer un certain niveau d'élévation de température, il fera tellement chaud que votre corps ne pourra pas se refroidir par contact avec l'air, qui sera au-dessus de la température de la peau, et tellement humide que vous ne pourrez pas refroidir votre corps en évaporant la sueur, parce que l'air sera saturé d'humidité. Donc vous ferez toujours de la sueur, parce que votre corps il est con, comme le mien, donc il va produire de la sueur en quantité, en priant pour qu'elle s'évapore, puis elle ne s'évapore pas. Et donc vous risquez de mourir d'un mélange d'hyperthermie et de déshydratation. Vous avez 1 milliard de gens qui sont potentiellement concernés à 2050. Ça veut dire que les travaux des champs pour ces zones-là deviendront un vrai sujet. Et ça veut dire par ailleurs qu'il va y avoir des migrations qui, de proche en proche, vont déstabiliser le monde. Or, dans une agriculture qui dépend de la mondialisation comme les autres secteurs, parce que votre gaz, il est mondialisé, parce que l'acier de vos tracteurs, il est mondialisé, parce que, etc., même si la production, elle voyage moins. D'accord ? On garde une dépendance à la mondialisation. Et parce que l'informatique que vous avez dans n'importe quel engin agricole aujourd'hui utilise 50 métaux différents. Donc il y a une dépendance à la mondialisation, même si on veut des circuits courts, c'est une bonne idée, pour la production agricole. Voilà. Donc ça va évidemment déstabiliser la mondialisation, indépendamment du fait que ça ne va pas être sympa pour les gens qui seront concernés. Une bonne partie des sols vont s'assécher. Alors ils vont s'assécher parce que dans un monde qui se réchauffe, globalement, il y a plus d'évaporation et plus de précipitations, sauf que manque de chance, il va surtout pleuvoir au-dessus de l'océan Pacifique équatorial, ce qui ne vous intéresse pas beaucoup et moi non plus. Et au-dessus des sols, il va y avoir des pluies plus irrégulières, donc les sols se rechargeront moins bien à précipitation égale, et en plus, il y aura plus d'évaporation parce qu'il fera plus chaud. Et donc, il va se passer ce qu'on a déjà commencé à voir en Europe, et en particulier en Europe qui va de la Méditerranée jusqu'en France, c'est des sols qui ont tendance à s'assécher. Malheureusement, ça, c'est que le début.
Il va y avoir un risque croissant d'incendie. Alors l'incendie, ça ne vous concerne pas, sauf si vous êtes aussi sylviculteur et ou si vous aimez bien avoir un champ ou un pâturage qui est juste à côté des forêts, parce que c'est quand même sympa. Mais il va y avoir un risque d'incendie qui va très fortement augmenter. Et vous allez également avoir une concurrence d'espèces particulières qui va augmenter, c'est celle provenant des agents pathogènes. Alors vous avez déjà la maladie de la langue bleue qui est remontée, vous avez déjà pour les hommes un certain nombre de maladies aussi qui remontent vers les pôles. Et d'une manière générale, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que la biodiversité des agents pathogènes, elle suit la biodiversité générale, elle augmente quand il fait plus chaud. Et donc, il va y avoir un vrai sujet. Alors, ça vaut pour les macro-organismes, ça vaut aussi pour les micro-organismes. Les champenois m'expliquent qu'ils ont désormais dans leur vigne, je ne sais plus si c'est de l'oïdium ou du mildiou, qu'ils n'avaient pas, il y a 30 ans. C'est juste que ça remonte. Et il va y avoir un défi amont, en 30 secondes, que je vous livre là. Donc vous avez compris, le double défi aval pour l'agriculture, c'est il y a une contribution majeure de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas l'ignorer, et par ailleurs il va y avoir un impact majeur du réchauffement climatique sur l'agriculture, et on ne peut pas l'ignorer non plus. Et là vous avez un deuxième sujet qui est la dépendance aux hydrocarbures. Alors au Shift Project, on a fait un travail très détaillé que vous pouvez consulter, parce que comme tous les travaux du Shift Project, c'est public, où on a demandé à deux anciens cadres dirigeants de Total et un spécialiste de nous faire une projection sur la quantité de pétrole qui pourrait sortir sous seule contrainte géologique. Donc là, on ne parle pas de contrainte climatique, on s'en fout, sous seule contrainte géologique, des 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada, qui sont aussi les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Je vous rappelle que l'Union européenne importe 98,5% du pétrole qu'elle utilise. 98,5. Et même si j'inclus la Norvège et la Grande-Bretagne, qui ne sont pas dedans, mais enfin qui sont quand même nos copains, c'est quand même plus de 80%. Donc on a une dépendance massive, absolument massive aux importations. Et là, vous voyez le pronostic que nous faisons sur comment va évoluer la production future de pétrole de ces 16 premiers producteurs. Elle est divisée par 2 d'ici à 2050, shale gas et shale oil inclus, parce que là-dedans, vous avez les États-Unis. Si la production de ces pays est divisée par 2, ça veut dire que leurs exportations sont susceptibles d'être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Le Mexique, par exemple, il a mis un peu moins de 20 ans entre le moment où il exportait la moitié de sa production et le moment où il n'exporte plus rien à la suite de son pic de production. L'Indonésie a mis 15 ans à faire le même parcours. L'Égypte a mis entre 10 et 15 ans à faire le même parcours. L'Afrique va mettre 20 ans à faire ce parcours, etc. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que dans 25 ans, alors que la production maximale de pétrole à date, c'était il y a 5 ans maintenant, novembre 2018, il est parfaitement possible que les importations de pétrole européennes se réduisent à peau de chagrin, politique climatique ou pas, gilet jaune ou pas, pouvoir d'achat ou pas. Ce qui veut dire qu'il faut préparer le monde agricole et surtout le monde agroalimentaire et la logistique de la nourriture à l'aval, dont je vous rappelle qu'elle utilise un tiers des camions, à cette situation, quoi que vous pensiez par ailleurs de la question climatique et que la France fasse 0,05, 1% ou 50% des émissions mondiales. Ce n'est pas le sujet là, c'est un autre sujet. Et pour le gaz, qui est indispensable aujourd'hui pour nos engrais minéraux, on va avoir même motif, même punition, avec 10 ans de décalage. Voilà, j'ai fini de vous dresser ce tableau très réjouissant, et maintenant il faut réfléchir. Merci. Merci Jean-Marc Jancovici. Alors je regarde les questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On va commencer par Bruno Cardo. Le micro est, si vous pouvez, au premier rang. Voilà. J'ai une règle paritaire. Donc après un homme, ça sera une femme, mais j'ai vu une candidate là-bas. On est les agriculteurs, donc on est européens, on est sortis, vous le savez, en masse. Entre autres, dans nos crânes, c'est ce fameux pacte vert européen. Moi, je ne peux pas être contre le fait qu'on me dit, voilà, à horizon 2050, il faut que l'Europe soit neutre en carbone. Notre gros souci, c'est moi j'ai le sentiment, agriculteur, qu'on y va trop fort, trop vite. Est-ce que je me trompe ? Et sous-jacent, la question c'est, ces transitions, qui paye ? Alors, la réponse à la deuxième question est très simple, le consommateur. Parce que si ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est le contribuable, et c'est le même individu, juste on ne lui prend pas de la même manière dans la même poche. D'accord ? Donc, de toute façon. Je pense qu'aujourd'hui, on se doit d'avoir un débat. Alors, je pense que le pouvoir politique aujourd'hui est incapable d'avoir un débat adulte avec la population et de lui dire droit dans les yeux, comprenez bien que votre nourriture, elle vaut 10 fois moins cher qu'il y a un siècle,
et que c'est grâce à ça que vous pouvez vous payer Netflix, des smartphones, etc., et que vous pouvez boire du coca plutôt que manger des pommes. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que des gens soient capables de le leur dire. Alors au Shift Project, enfin en tout cas moi, je suis capable de leur dire, même si ça ne fait pas plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est pas pour vous cirer les pompes, je pense qu'aujourd'hui on met l'agriculture dans une quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'on lui demande, on la met dans des injonctions. Alors beaucoup de secteurs sont dans des injonctions contraires aujourd'hui, hein. Mais on ne peut pas dire au secteur agricole, vous allez faire mieux que ce que vous faites aujourd'hui, mais on va vous payer moins cher. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que ça a comme implication? Et là, c'est pareil, je vous invite à la réflexion là-dessus. Je pense qu'on va être obligé de démondialiser l'agriculture. Je pense qu'on va être obligé de revenir à un encadrement des prix. Je pense qu'on va être obligé de revenir à une forme de protectionnisme, parce que je ne vois pas comment, en restant dans un marché ouvert qui est incapable de vous donner des directions sur 30 ans, ce n'est pas fait pour ça le marché, d'accord ? Il n'a jamais été fait pour ça. Il est fait pour gérer des ajustements et des fluctuations dans une direction qui est tracée par ailleurs. Mais il ne trace pas la direction. Ou en tout cas, s'il la trace comme il veut, pas nécessairement comme ça nous arrange. Donc je pense qu'il va falloir accepter de payer la contrepartie des modifications de cahier des charges que la collectivité souhaite demander aux agriculteurs. Donc moi, j'ai envie qu'il y ait plus d'alouettes des champs, et je dis, il faut que je paye pour ça. C'est pas à vous de payer pour ça, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'argent. Donc c'est à la collectivité de dire, si je le désire, je le paye, quoi. Bon. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut garantir l'équation d'une augmentation des prix unitaires aux agriculteurs dans un marché ouvert où, à l'évidence, ceux qui vont s'imposer un surplus de charge, un truc à la con, passer en bio, diviser vos rendements par 2 dans les grandes cultures, enfin en ordre de grandeur, moins 40%. On ne peut pas vous mettre en compétition avec des gens qui ne sont pas bio. Sinon, vous n'allez jamais le faire. Bon. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut une garantie de revenus. Alors pour le moment, la garantie de revenus est amenée par des labels, c'est-à-dire quelque part des engagements volontaires. Moi, je fais l'effort d'aller acheter mes pâtes bio, d'accord ? Et donc je fais l'effort de contribuer, mais parce que bon, moi ça ne coûte pas grand-chose, de le faire. Mais à un moment, il va falloir soit l'accepter, soit l'encadrer. Mais il ne va pas y avoir 253 autres manières de faire. Enfin, en tout cas, bon, sous réserve de ce que Shift Project dira sur l'agriculture dans 1 an et demi, peut-être qu'il me déjugera en disant « Jean-Marc, tu as raconté que des conneries », donc on censurera ce passage. Mais aujourd'hui, je vois mal comment on peut demander aux gens de produire plus propre, entre guillemets, et de ne pas en payer le prix. Est-ce qu'on peut faire ça en restant dans un cadre européen ? Je ne sais pas. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir de l'Europe, mais je pense que l'Europe doit revisiter son mandat. L'Europe, elle s'est faite quand même sur l'idée que le grand marché allait rapprocher les peuples parce qu'on allait tous faire des affaires les uns avec les autres au sortir de la guerre, ce qui a marché un certain temps. Hein. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire l'Europe, c'est avant tout un grand marché. Et du reste, on le voit bien dans un certain nombre d'autres secteurs, et notamment dans des secteurs industriels. On a commencé à sortir de cette logique. Et dans le domaine agricole, on a toujours été un peu le cul entre deux chaises, parce qu'on dit à la fois c'est un grand marché, mais on va vachement réglementer le secteur, lui donner des aides, lui dire de faire comme ceci, comme cela. Voilà. Donc il faut pousser le curseur vers... il faut que ça soit organisé différemment, je crois. La deuxième question, voilà le micro. Vous avez déjà le micro. J'ai le micro, donc vous avez le micro. Je vais en profiter. Moi, j'aimerais revenir sur le graphique lié aux agents pathogènes et globalement à ce dilemme entre enjeux climatiques et produits phytosanitaires. Je ne veux pas faire de provoque là-dedans, mais en disant, enfin, vous semblez dire, en tout cas c'est ma compréhension, qu'on va avoir de plus en plus d'enjeux autour des agents pathogènes et donc de la protection des cultures par la porte ou par la fenêtre. Par ailleurs, vous l'avez évoqué aussi, c'est l'enjeu il est lié à la fertilisation d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, non pas lié aux produits phytosanitaires finalement, du point de vue du réchauffement climatique. Comment on concilie l'enjeu climatique avec la baisse de consommation des produits phytosanitaires? Alors, il y a une première partie de la réponse, je viens de la faire. Il y a une équation économique autour de ça à trouver. Et une deuxième partie, je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui à l'INRA et équivalent travaillent sur ce cahier des charges, mais il me semble que d'une manière générale, il est important et urgent que le jus de cerveau qu'on investit en France dans la préparation de l'avenir se fasse avec le bon cahier des charges. Donc je ne sais pas si l'ensemble des chercheurs de l'INRAE travaillent avec un cahier des charges qui inclut tout ce que je vous ai raconté. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire d'urgence. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait donner aux chercheurs de l'INRAE un cahier des charges qui est quelles sont les options possibles dans un monde dans lequel on a à la fois un enjeu de biodiversité et un enjeu de réchauffement climatique. Dites-nous quelles sont les options possibles. Et une fois qu'on a les options possibles en termes strictement agronomiques, à ce moment, on peut regarder quelles sont les contreparties possibles en termes économiques.
Voilà. On va prendre la question suivante. C'est au 3e rang. Et Non, parce que j'ai dit que j'alternais. Donc d'abord, il y avait un homme là-bas. j'avais et pas ensuite, vu. on viendra à cette. Et si jeune vous pouvez femme vous que je brime. présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Brice Guvieux, agriculteur en Vendée, en production biologique. Je regarde énormément votre analyse sur les énergies. On parle beaucoup aujourd'hui d'énergie quantique. Est-ce que l'énergie quantique a une capacité d'inverser l'ensemble de ce que vous nous avez présenté ? Alors, l'énergie quantique, pour être très franc, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est que la mécanique quantique, mais l'énergie quantique, je ne sais pas ce que c'est. La mécanique quantique, ça veut dire qu'on crée de l'énergie à partir de rien. Ah non, alors ça, c'est pas possible. Ça viole le premier principe de la thermodynamique, donc ça, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, vous m'avez demandé mon avis, donc je vous le donne. Voilà. Voilà. Il faudra faire 100. Il faudra faire ça. Si vous pouvez vous présenter, merci. Bonjour, Alessandra Kirch, directrice des études du think tank Agriculture Stratégie. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit, le colza par rapport au soja, parce qu'en France, un des outils qu'on a mobilisé pour diminuer nos importations de soja, c'est la substitution avec le colza dans l'alimentation animale, qui a ses limites, et notamment en volaille, mais qui a aussi l'intérêt de permettre de faire des biocarburants à partir du colza, et qui donc contribue à résoudre la problématique de diminution du pétrole. Et au sujet de la déforestation n'est pas que liée à l'alimentation, loin de là, puisque la déforestation aboutit aussi à créer des biocarburants qui vont dans cette problématique de réduction de pétrole. Donc comment, pour vous, ça s'articule, les différents usages au niveau entre alimentaire et substitution au pétrole, on va dire ça comme ça. Et ma deuxième question, c'est les accords de Paris portent sur une diminution des émissions en carbone, ne portent pas sur une empreinte. Et quand on considère l'évolution de l'empreinte carbone de l'alimentation, notamment en France, on a la moitié de notre empreinte qui est liée à l'alimentation, qui est issue des importations. Donc comment on fait pour faire évoluer les politiques pour considérer une empreinte et non pas seulement des émissions ? Alors sur la question de la... Encore une fois, j'ai posé la question sur à qui on imputait la déforestation. C'était ça ma question. Je n'ai pas dit que j'avais une réponse évidente. J'ai dit que par contre, il y avait des choses qu'il fallait regarder. Et on pouvait... En gros, il faut faire un peu de puzzle et en se disant, si on faisait comme ceci plutôt que comme cela, comment est-ce que ça ferait bouger le système ? Et du coup, est-ce que ça demanderait moins de surface ou plus de surface ? Sur la partie substitut au pétrole, je considère que nous avons été collectivement une bande de pleutres en n'étant pas beaucoup plus durs sur la consommation des voitures sur les 20 dernières années. Beaucoup plus durs. Je suis désolé, mais enfin, quand les gens se baladent dans une grosse Mercedes ou même une grosse Qashqai ou même une grosse Peugeot ou même etc., ils pourraient se balader dans une petite voiture. Ça économiserait la moitié du pétrole qu'ils utilisent et du coup, on n'aurait pas besoin non seulement d'une partie du pétrole qu'on utilise, mais on n'aurait même pas besoin des biocarburants. Donc la façon dont on a géré le dossier, la 2 chevaux dans laquelle j'ai appris à conduire consommait 5 litres au 100. Son équivalent petite voiture aujourd'hui, alors pas la C1, mais juste au-dessus, consomme toujours 5 litres au 100. Sauf qu'elle est 2 fois et demi plus lourde, qu'elle va beaucoup plus vite, qu'elle va, etc. Donc on a été collectivement, on a manqué de courage en se disant, on va gérer d'abord le fait qu'on ait besoin de moins de carburant pour faire avancer les voitures, parce que je ne suis pas complètement persuadé que c'était un truc qui était totalement indispensable d'augmenter le poids des voitures par un facteur 2,5 sur les dernières décennies. Je pense qu'on va le payer cher à l'avenir, cette affaire-là. Donc je pense que c'est vraiment ça la première priorité. La première priorité, c'est de faire baisser la quantité de carburant qu'on consomme en étant beaucoup plus dur sur la normalisation sur les voitures neuves. Et on commence à aller timidement dans le bon sens avec les malus au poids, etc. Mais enfin, quand j'étais jeune, il y avait un truc qui était génial qui s'appelait la vignette, qui était un impôt proportionnel à la puissance et donc à la consommation des voitures. Donc c'était un impôt tout à fait social, parce que les pauvres avaient des petites bagnoles, et des petites et vieilles, et ils ne payaient pas de vignettes dessus, et les riches avaient des grosses bagnoles, et ils payaient des vignettes monstrueuses. Donc c'était très très bien comme impôt. Et c'est Fabius qui a supprimé ça avant d'être saisi par la grâce et de présider la COP 21. Mais voilà. Donc la question du carburant, moi j'insiste, ça ne se gère pas d'abord en faisant des cultures végétales. Surtout qu'on va avoir des problèmes de rendement sur les cultures végétales, qu'on a des problèmes de biodiversité sur les cultures végétales. Ça se gère d'abord en étant beaucoup plus dur sur la consommation en pétrole des voitures. D'abord. Alors, on prend une toute dernière... Alors, pardon, la question sur empreinte versus émissions domestiques, c'était...
Oui, il porte sur les émissions domestiques. Non, mais ça c'est normal parce que vous ne pouvez stipuler que pour ce qui se passe dans votre périmètre de contrôle juridique. Ah bah oui. Non mais voilà. Donc vous pouvez pas prendre. La France ne peut pas prendre d'engagement pour les émissions japonaises. C'est pas possible. Donc, alors, elle peut avoir des politiques domestiques visant à diminuer sa dépendance aux émissions japonaises, ce qui est une très bonne idée. Et par ailleurs, quand on réfléchit à la réindustrialisation ou à la relocalisation, il est évident qu'il faut raisonner empreinte. D'accord ? Ça, c'est absolument évident. Mais c'est une base de raisonnement qui est intellectuellement pertinente, mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que vous pouvez mettre ça dans un accord, dans un traité, parce que dans un traité, vous ne pouvez postuler que pour ce qui se passe. Vous ne pouvez prendre d'engagement que pour ceux dont vous avez la maîtrise juridique. Voilà. Alors, ça n'empêche pas l'Europe d'avoir commencé un système qui s'appelle taxe carbone aux frontières, en fait, qui n'est pas un système de taxe, mais peu importe, un système d'extension des quotas sur les importations de quelques commodités particulières. Donc, c'est vraiment un truc qui est très... Oui, non, mais c'est très, très petit. Tout simplement parce que si on avait voulu faire ça sur le milliard de produits manufacturés qu'un consommateur final est aujourd'hui capable d'acheter, la nomenclature douanière qui allait derrière et la quantité d'argent qu'il fallait payer aux gens comme moi pour faire les calculs et le nombre de gens formés qu'il aurait fallu pour faire les calculs étaient hors d'atteinte. C'est pour ça en fait que ça n'a pas été mis en place d'entrée de jeu comme ça. Mais c'est... De toute façon, si on réfléchit nous à notre avenir, c'est clair que la base de raisonnement pertinente, c'est l'empreinte carbone de la France ou l'empreinte carbone de l'Europe. C'est absolument évident. Parce que les substitutions se font dans ce périmètre-là. Alors, est-ce qu'on a le temps ? Vous avez le temps pour une toute dernière question ? La toute dernière Maintenant, c'est un homme. Ah. Bah oui. Moi, c'était une remarque. Donc, Nadège Petit, agricultrice, c'était par rapport à votre schéma où vous mettiez que, après comparé avec l'agriculture du Burundi, vous mettiez un agriculteur avec toutes ses machines. Je trouve qu'il faut aussi mettre que ça donne aussi du temps libre aux gens qui ne sont pas agriculteurs parce que au Burundi, des voyages, des loisirs. Ah bah, on est bien d'accord. Alors aujourd'hui, j'avais que 20 minutes, mais quand j'ai un peu plus de temps, je passe mon temps à expliquer que les énergies fossiles ont libéré du temps et que c'est aux énergies fossiles qu'on doit la semaine de 35 heures, les retraites, les congés payés, etc., les études longues, la tertiarisation de l'emploi, qui incidemment est une forme de temps libre, la tertiarisation de l'emploi. Parce que moi, entre vous causer maintenant où je suis censé être au travail et causer autour d'une table de repas, je fais toujours que causer, quoi. On prend vraiment la dernière parce qu'après on doit cette vous fois-ci libérer. un homme, obligatoirement. Cette fois-ci un homme. Bah oui, parce qu'on a inversé. Édouard. Je suis désolé, il y avait une demande avant. Jean-Marie Sironi, agroéconomiste et Académie d'agriculture de France. J'ai bien aimé globalement toute votre présentation. Et donc vous dites, et en réponse à la question agricole, vous dites en fait une partie de l'équation économique, c'est l'augmentation des prix de l'alimentation. De la nourriture en sortie d'exploitation. Voilà. Je suis un peu plus précis que ça. Voilà. Comment vous articulez ça avec le fait qu'il y a aujourd'hui pas tout à fait 15% de nos concitoyens qui ont recours à l'aide alimentaire et 25 à 30% qui comptent de manière très serrée pour leur alimentation ? Parce que, en fait, même quand vous êtes à la campagne, et ça vous le savez très bien si vous vous intéressez à l'économie du secteur, vous mangez essentiellement des produits transformés. Donc, en fait, les gens ne voient pas, eux, le prix des produits en sortie d'exploitation. Ils voient le prix des produits en sortie de caisse. Et aujourd'hui, donc c'est ces prix-là globalement qui ont tendance à augmenter. Et par ailleurs, ils n'ont pas du tout l'intention de renoncer à l'abonnement à Orange, l'abonnement à je ne sais pas quoi. Ils se sont mis dans un système, comme tout le monde, dans lequel ils sont dépendants de la voiture, ou ils sont dépendants d'autres choses. Alors, soit ils sont dans une ville dense et ils ont un problème de loyer, soit ils sont en dehors de la ville dense et ils ont un problème de bagnole. Mais enfin, d'une manière générale, ils ont des dépenses contraintes quelque part. Et c'est dans ce contexte dans lequel ils ne sont pas capables d'arbitrer à bref délai. C'est déjà des gens qui ne partent pas beaucoup en vacances ou qui ne partent pas du tout. Là, on est en pleine vacances d'hiver. Je rappelle qu'il y a 8% des Français qui partent en vacances d'hiver et la moitié là-dedans seulement qui font du ski alpin. Bon, donc ça n'empêche pas la télévision tous les ans de nous montrer les embouteillages des gens qui y partent, mais enfin, c'est une petite fraction de la population. Donc en fait, c'est le problème de l'arbitrage à bref délai qui font que ces gens-là, ils ont des problèmes. Et puis par ailleurs, on a aussi, vient se superposer à ça, des habitudes alimentaires qu'on a prises. Et je le redis, quand vous discutez actuellement, ce que vous avez peut-être fait avec des gens de la grande distribution, ils vous disent qu'en période d'inflation alimentaire, les gens achètent moins de produits frais et ils continuent d'acheter autant de Nutella et de Coca qu'avant. Et pardon ? Voilà. Et
Et l'hypothèse que j'ai entendue pour ça, c'est que vous n'acceptez pas que vos gamins disent dans la cour de récré que vous n'avez plus les moyens de leur acheter du coca. Donc voilà, c'est ça que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ça que j'ai entendu. Donc il y a, c'est tout un système qui fait qu'à court terme, vous avez ce genre de problème à gérer. Et puis toujours pareil, j'ai entendu il n'y a pas longtemps Dominique Schelcher, donc le patron de Système U, expliquer que quand il voulait donner des légumes aux Restos du Cœur, les Restos du Cœur lui disaient mais on n'en veut pas parce que les gens ne savent pas quoi en faire. Donc il se retrouvait avec des choux-fleurs qu'il n'arrivait pas à leur fourguer. Alors que je peux vous assurer que le plat, la portion de chou-fleur ramenée à l'individu, je ne pense pas que ça ruine les gens. Hein, mais voilà. Voilà. Donc c'est la conséquence de court terme de tout un système. Et pour finir là-dessus, c'est évident, et sur le reste c'est un de vos sujets, à la profession comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est très compliqué l'agriculture et l'agroalimentaire, avec ce que j'ai raconté, ça va demander plusieurs générations de réorienter le système. Ça va nécessairement se faire dans un contexte dans lequel les trains qu'on a déjà ratés vont provoquer des craquements dedans. C'est évident, il va y avoir des craquements dans le système parce qu'on a déjà raté des trains. Et même si à partir de maintenant, on commence à avoir un cadre très clair, à peu près consensuel, dont les contreparties sont bien comprises et acceptées, même avec ça, on va en avoir pour des décennies avant d'arriver à faire un truc qui se retrouve à l'équilibre, j'ai envie de dire. Surtout que le climat, lui, il va dériver maintenant pendant des siècles. Hein. Donc ça, c'est clair que c'est un des enjeux pour vous, pour la profession, c'est d'avoir en face de soi une forme de stabilité dans les contreparties, notamment du côté du pouvoir politique. Mais j'ai rien dit.